Yeah, yeah. Embado Canal 3, ouais, tout vite, si les non pondo. No yo voto, mais Canal 3 monte. Nuedo Gijawedo, Beneto mi tomeo. Mi deledo yo voto, mais Chobodo BCC moe, Opération Jagbada. Mindo BCC moe, Adjoto akansuko ewe, Yededo Beneto mele, Mindo BCC moe. Canal 3, numéro 1, et Djawe mi inomode. Nous ne Beneto me ome, Canal 3, et ouais, to vito sinakmo, et ouais, mi inokmodo yo voto me, mi inokmodo to lebi me, Adjamatio noue Canal 3. Yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles à l'émission Conviction sur Canal 3 Monde. J'ai le plaisir et l'insigne honneur de recevoir ce soir, dans le cadre de cette émission, Eric Adja, directeur général de l'Observatoire international de transfert des fonds des migrants des pays les moins avancés, donc l'OITFM PMA. Monsieur Eric Adja, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Eric Adja est en conseiller technique auprès du président de la République du Bénin, le président Thomas Boni-Yahi. Il était également le coordonnateur du point focal de la présidence de la République du Bénin lié à la diaspora. C'est donc tout naturellement que M. Eric Adja a été retenu par le Bénin pour diriger cette institution de fondation récente qui est l'Observatoire international de transfert de fonds des migrants, l'OITFM-PMA. Vous êtes de retour du Népal, donc en escale à Paris pour quelques jours. Qu'est-ce que vous étiez allé faire exactement au Népal, M. Adja? Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Nous étions récemment à Katmandou dans le cadre du projet pilote de l'OITFM pour la présentation d'un rapport d'étude sur l'impact des transferts de fonds des migrants sur l'économie du Népal, qui est l'un des pays retenus par le bureau des PMA, avec le Bangladesh, le Lesotho et Haïti, ainsi que naturellement le Bénin qui abrite le siège, pour déterminer comment la diaspora peut être davantage mise à contribution pour aider les pays d'origine à mobiliser davantage de ressources pour investir dans les secteurs productifs de l'économie de chacun de ces pays. Et donc, cette organisation qui a été créée depuis quelques temps est dans une phase pilote avec un certain nombre de pays. L'objectif, c'est donc d'évoluer vers plus de pays qui vont participer au financement, je dirais, à la mobilisation de ces fonds des migrants. Oui, en février 2006, il y avait une conférence ministérielle des pays les moins avancés, donc 49 pays qui sont considérés par les Nations Unies comme des pays dont l'économie a besoin davantage de soutien pour aller vers les pays à revenus intermédiaires. Alors, Cotonou avait abrité cette conférence dans le but d'étudier les mécanismes de financement innovants pour compléter l'aide publique au développement. Et c'est suite à cette conférence que la diplomatie béninoise a obtenu le siège de cette institution pour le Bénin. Et le processus de mise en place de cet observatoire a connu son point culminant en mai 2011 à Istanbul, lors de la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Et le président de la République, le président Boni-Yahi, était l'un des seuls chefs d'État africains à s'exprimer et s'est engagé personnellement pour que cet observatoire soit enfin reconnu et que le Bénin puisse en garder le siège. Et c'est à l'issue de cette conférence ministérielle que j'ai été mandaté pour piloter la mise en place de cette institution qui est tout un honneur pour le Bénin parmi 49 pays, dont maintenant, qui sont maintenant à 48, parce que, figurez-vous, le Cap-Vert, qui était un de ces PMA, est sorti de la liste des PMA grâce à la contribution de sa diaspora. Ce qui veut dire qu'une diaspora bien organisée, bien mobilisée, peut vraiment être utile pour le développement économique d'un pays.
Donc l'historique de cette institution remonte il y a 7 ans, donc conférence de Cotonou en 2006. Depuis quand vous êtes rentré concrètement dans la phase active de mise en œuvre des activités de cette institution? Oui, depuis mai 2011, le Bénin a signé un mémorandum avec le bureau des PMA pour mettre en place une phase pilote qui a démarré avec les pays que j'ai cités, les 4 pays plus le Bénin, et nous en sommes maintenant à la phase de la présentation des rapports et qui se déroule dans chacun de ces pays, ainsi que la phase générale qui aura lieu en marge de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies à New York, et puisque le Bénin préside à nouveau le groupe des PMA, ce qui est une reconnaissance de l'efficacité et du dynamisme de la diplomatie béninoise. Et cette étape permettra à tous les PMA de bénéficier des services de cette institution qui a été mise en place pour vraiment mobiliser les ressources que la diaspora peut mettre en place, tant au niveau financier qu'au niveau humain. Alors vous-même, M. Eric Adja, vous êtes conseiller technique auprès du président de la République. Vous animiez le pôle diaspora, hein, le point focal de mobilisation de la diaspora à la présidence de la République du Bénin. J'imagine que c'est pour ça que tout naturellement, le président béninois, le Dr Boni Yayi, vous a fait confiance pour piloter cette institution dès lors que le Bénin a pu en obtenir le siège. Oui, je voudrais m'acquitter justement d'un devoir parce que le président de la République a fait confiance en la jeunesse, comme il le fait pour beaucoup d'autres responsabilités, pour que nous puissions contribuer à cette activité, à cette organisation. Donc, je suis en mission pour représenter le Bénin dans la mise en place de cette institution qui concerne 48 pays et qui permettra effectivement à notre pays, comme à ces PMA, d'identifier les potentialités, les possibilités d'investissement des fonds qui sont transférés dans ces pays d'origine. Figurez-vous, dans le rapport de la BCEAO en 2010, on voit par exemple que plus de 100 milliards de francs CFA sont transférés chaque année au Bénin. Et ces sommes sont comparables aussi à d'autres pays. Ce qui veut dire qu'il y a une immense potentialité en termes de capacité d'investissement de ces fonds qui sont envoyés, qui jusqu'à présent sont utilisés pour des besoins, disons, de la famille, des besoins d'éducation, de santé, de logement, et qui pourraient être mobilisés dans le secteur productif. Il y a par exemple dans certains pays comme l'Éthiopie ou le Ghana, où la diaspora se mobilise pour émettre des bons en faveur de leur pays et racheter des sociétés, des entreprises. Nous avons l'exemple au Ghana où les Ghanéens se sont cotisés, où la diaspora a pu racheter des entreprises locales dans les domaines comme la télécommunication ou dans d'autres domaines comme l'énergie, l'électricité pour certains pays. Ce qui veut dire que nous pourrons nous inspirer à travers les études comparatives que fait l'Observatoire de voir comment les citoyens migrants, les citoyens qui sont à l'extérieur peuvent être mobilisés pour contribuer efficacement au développement de leur pays d'origine. Il y a quelques pays qui sont dans la phase pilote des activités. À quel moment on peut espérer que tous les autres pays vont pouvoir être aussi mis en branle dans le dynamisme de cette institution? Oui, à la prochaine conférence ministérielle des pays les moins avancés, en septembre prochain, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, sera décidé justement de l'extension de cette institution à tous les PMA qui le désirent. C'est le résultat d'une adhésion libre et volontaire. Et cette institution travaille donc sous la couverture du Bureau de coordination des PMA que le Bénin préside et en lien avec le Bureau du haut représentant des PMA pour les Nations Unies et le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des PMA, l'ambassadeur Chandra Acharya, était au Népal justement pour aussi soutenir cette activité. Et c'est là où il a aussi exprimé tout son soutien au Bénin, au gouvernement béninois, pour mener à terme et mener jusqu'au bout cette activité pour laquelle je sollicite le soutien du gouvernement pour que, en septembre prochain, l'observatoire soit mis définitivement en place au sein des PMA.
Et à ce jour, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement depuis le démarrage de l'OITFM PMA? Oui, surtout les études, parce que notre première activité, c'est des études pilotes dans ces pays. Il y a aussi ce qu'on appelle la sensibilisation de la diaspora, parce qu'il faut créer un lien de confiance pour que l'investissement soit fait dans ces pays. À l'origine, c'est d'abord des vies, des destins individuels, c'est des choix économiques. Donc, il y a aussi un second aspect qui est celui de la rencontre des différentes associations de migrants dans ces pays pilotes. Il y a aussi un certain nombre d'activités liées surtout au renforcement des capacités de certaines organisations à la base qui pourraient bénéficier de ces fonds-là, notamment les institutions de microfinance. On a rencontré pas mal d'institutions dans ces pays, de chacun de ces pays. Le secteur bancaire, parce qu'il faut bancariser ces fonds, il faut aussi faire des plaidoyers pour réduire les fonds qui sont investis. Les citoyens de la diaspora, que ce soit du Bénin ou d'autres pays, lorsqu'ils font des transferts de fonds, soit ça va dans les familles, soit ils ont aussi des comptes bancaires dans les différentes banques qui sont dans ces pays-là. Qu'est-ce que cette institution va pouvoir apporter de plus dans le transfert de ces fonds des migrants qui sont déjà d'un niveau très très important? C'est un constat que tout le monde fait. Il y a là un marché important surtout pour les banques. Les banques hésitaient sur ce domaine et certaines banques du Bénin et d'autres pays ont compris en créant des comptes spéciaux pour la diaspora, mais ne pensent pas souvent à faire le lien entre les institutions bancaires et les personnes de la diaspora. L'institution est là pour créer ce lien de confiance, pour créer cette discussion, pour aussi faire des aspects, disons, des études comparatives, pour donner des conseils, pour aussi concevoir des projets dans lesquels ces financements peuvent aller. J'ai parlé tout à l'heure des projets liés aux infrastructures et c'est important qu'on puisse quelque part faire en sorte que la diaspora ait davantage confiance et travaille surtout là où il y a les besoins, c'est-à-dire dans les communes. C'est aussi pourquoi on peut citer l'exemple du Bénin quand le président parle a lancé un appel à la diaspora en février dernier, lorsqu'il était de passage à Paris, demande que chacun puisse investir, créer des fonds de solidarité. Et en joignant l'acte à la parole, il a même apporté une contribution à peu près de 2-3 000 euros. Oui, juste une contribution symbolique pour que, comme disait le président Kennedy, qu'on ne demande pas... C'est important tout de même, 3 000 euros. Qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Ça, c'était un message fort à la diaspora et à chaque citoyen. Et c'est ce que nous essayons aussi de faire au niveau de cette institution, sensibiliser les membres des diasporas de chacun de ces pays pour servir, pour être utile, pour, disons, voir les secteurs qu'il faut. Et c'est là où le Bénin peut donner un exemple aux autres pays. Nous avons ce qu'on appelle au Bénin l'initiative de Dogbo. C'est que chacun, dans sa commune, contribue à la création des infrastructures. Et cela, nous l'avons mis aussi dans le rapport que nous faisons pour les PMA, pour que l'initiative de Dogbo soit un exemple pour les 48 pays, pour que dans ces pays-là, la diaspora s'implique dans la création des infrastructures locales. L'initiative de Dogbo, concrètement, oui, c'est une initiative que le chef de l'État a lancée il y a quelques mois au Bénin, justement dans la commune de Dogbo, dans le Koufo, pour que les populations locales s'investissent dans le financement, dans la mise en œuvre des infrastructures, de construction des salles de classe et autres, sans attendre forcément les bailleurs de fonds, pouvoir aussi apporter en nature, pouvoir apporter son temps, son énergie, son expertise. Et ça, je pense que cette initiative peut être reprise au niveau international, au niveau de la diaspora, pour qu'il y ait une initiative de Dogbo portée par la diaspora pour dire nous allons nous investir dans les communes dont nous sommes originaires, ou même dans le pays dont nous sommes originaires, avec notre temps, avec notre énergie. Et de plus en plus de cadres de la diaspora de ces pays-là veulent profiter de leurs vacances, de leur temps d'été, en attendant de pouvoir s'installer un jour dans le pays pour aller donner 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, bénévolement, de façon volontaire, pour enseigner, ou pour donner des traitements médicaux pour les médecins, par exemple, ou dans d'autres domaines, du conseil en management, du conseil en promotion d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. De la formation, beaucoup de choses peuvent être faites, pas qu'avec de l'argent, mais avec des compétences, avec des ressources
en termes de ressources humaines, avec beaucoup d'autres choses que uniquement monétaires. Donc l'objectif de l'OITFM, finalement, c'est de structurer davantage, c'est de rendre un peu plus formels ces transferts qui existent déjà et qui sont plus ou moins informels. Hein, exactement. Et donc de les renforcer aussi, de les structurer, de les rendre formels et de les renforcer et de mieux organiser ces flux-là. Oui, parce que la communauté internationale s'y intéresse de plus en plus. Il y a, face à la réduction de l'aide publique au développement, les économistes s'interrogent de plus en plus sur les possibilités de financement innovant. Et le rôle de l'institution que je dirige actuellement, c'est d'aider à faire des transferts de fonds une source de financement innovant, en formalisant de plus en plus, en essayant de bancariser ces flux informels, donc de les identifier, de les connaître et d'identifier des projets porteurs, des projets structurants, des projets qui puissent permettre aux pays qui en bénéficient déjà de façon informelle par rapport aux ménages et aux familles, de pouvoir en faire des projets structurants. Parce que jusqu'à présent, ces fonds aident à la résilience de ces pays. Les études à la résilience, c'est-à-dire? Oui, ces fonds aident les familles à tenir bon. Les études ont montré, l'étude de la Banque mondiale, que pendant la crise économique, depuis 2008, les transferts de fonds des migrants ont paradoxalement accru pour être un palliatif par rapport à la réduction des ressources au niveau local. C'est de passer maintenant du palliatif, donc du côté résilience, à ce qui est vraiment productif, au productif, à des financements un peu plus structurés. Et de développement. De développement. Et cela, c'est un des défis qui attendent cette institution. Et pour cela, il faut savoir d'où l'on part, où on en est et où l'on va. D'où le rôle de la phase pilote qui est en cours et qui va s'achever bientôt. Alors, nous allons aborder donc un second volet de cet entretien. Quel regard vous portez sur la vie de votre pays aujourd'hui, M. Eric Adja? Je vous remercie. Je crois que j'étais venu sur ce plateau pour parler essentiellement de l'activité de l'Observatoire. Là, c'est en tant que citoyen que je parlerai, puisque, pour paraphraser une citation de pasteur Martin Luther King, que vous connaissez bien, qui s'est battu pour les droits civiques aux États-Unis, Martin Luther King disait que face à certaines positions, la lâcheté pose la question, est-ce sans danger? L'opportunisme pose la question, est-ce politique? La vanité pose la question, est-ce populaire? Et il vient un temps où il faut prendre des positions qui ne soient ni sans danger, ni politiques, ni populaires. Ni opportunistes. Ni opportunistes, mais il faut les prendre parce qu'elles sont justes. Parce que, comme disait Martin Luther King, la conscience pose la question, est-ce juste? Donc, c'est en me basant sur ma conscience que je répondrai aux questions que vous me poserez par rapport au pays, tout en prenant en compte les réalités que peut-être tout le monde ne voit pas ou ne sait pas. Et l'expérience aussi de ce que vous avez observé dans les différents pays que vous avez parcourus, notamment depuis que vous êtes à la tête de l'OITFM. Et donc, quel est votre sentiment général sur la vie sociopolitique du Bénin aujourd'hui? Oui, on ne peut pas nier qu'il y a une situation aujourd'hui de doute dans le pays, d'inquiétude pour l'avenir. Je parle surtout par rapport à la jeunesse, aux jeunes qui s'inquiètent pour l'avenir. On ressent cela, on ressent une baisse du pouvoir d'achat, on ressent des questions liées à l'insécurité, des défis liés à l'énergie, comme un déficit énergétique. Et il y a un climat, effectivement, un état d'esprit difficile. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Maintenant, face à ce constat, les analyses divergent. On peut, comme certains le font, chercher à, disons, trouver des boucs émissaires. Et je pense qu'il faut aller au-delà de la stratégie de la victimisation émissaire et voir réellement d'où nous venons, où en sommes-nous et où nous allons. À mon avis, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est comme une crise de croissance. C'est comme une crise d'identité pour un pays, un État qui se cherche et qui pourra en sortir grandi. Je pense qu'on peut faire une lecture optimiste de ce qui se passe. Malgré les difficultés, toute crise
est porteuse de croissance quand on essaye, quand on fait les efforts qu'il faut pour s'en sortir. C'est ce que Et vous pensez que nous sommes capables de faire ces efforts-là pour en sortir? Oui, oui. Vous savez pourquoi? C'est parce que, de façon insidieuse, il y a un doute qui s'est installé, une crise de confiance. Une crise de confiance entretenue ou cultivée face aux institutions, une crise de confiance de notre capacité en tant que nation, en tant que pays, à travailler ensemble. Une crise de confiance par rapport aux 3 socles fondamentaux que nos pères fondateurs ont mis en place. La fraternité, la justice et le travail, pour m'inspirer de la devise du Bénin. La question est, sommes-nous encore frères? Peut-on faire confiance en la fraternité aujourd'hui? Peut-on faire confiance en la justice de notre pays? Peut-on faire confiance au travail comme valeur qui enrichit? Quand on analyse, on voit que la crise de confiance concerne ces différents points. Et je voudrais nous encourager, je voudrais en appeler à faire confiance, à resserrer les liens qui construisent une nation et autour desquels, ces valeurs autour desquelles notre nation a été fondée. Si je prends par exemple la question de la révision de la Constitution, qui est un des grands débats qui anime aujourd'hui la classe politique et la société béninoise, la nation béninoise en général. On a vu récemment, il y a eu l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle, donc plein de débats qui ont eu lieu autour du départ de l'ancien président, etc. Et on parle d'opportunisme dans la révision de la Constitution. On estime qu'il y a peut-être un dessein caché. D'autres disent que ce n'est pas opportun de faire cette révision. D'aucuns estiment que c'est important, que c'était prescrit d'ailleurs dans les accords politiques que l'opposition actuelle, ou ce qu'il en reste, a eu avec le pouvoir actuel. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre point de vue, M. Éric Adja, en tant que jeune citoyen béninois, sur cette problématique de l'opportunité ou non de la révision de la Constitution béninoise aujourd'hui? En tant que citoyen béninois, je pense qu'on peut poser des questions. Pourquoi la révision de la Constitution serait-elle moins opportune aujourd'hui qu'il y a quelques années? Parce que ce n'est pas un débat nouveau. En 2006, 2007, 2008, même encore 2010, il y avait vraiment tout un climat qui permettait, qui était favorable. Il y a eu tout un ensemble d'études qui ont été faites, il y a des rapports qui ont été déposés. Ce n'est pas d'aujourd'hui que date le processus. Il a commencé depuis longtemps, et même bien avant 2006, pour toiletter, pour évaluer la constitution de notre pays. C'est, comme je le dis encore, un climat de crise de confiance qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes trouvent la révision moins opportune qu'avant. C'est là le vrai problème. Mais dans la réalité, les objectifs pour lesquels on était d'accord, on s'était mis d'accord pour réviser la Constitution sont et restent les mêmes aujourd'hui. Et vous le savez, en termes donc des différentes dispositions concernant la Cour des comptes, concernant un certain nombre de dispositions permettant de faire de notre Constitution un outil, un instrument de développement. C'est ce que dit le président, par exemple, une démocratie qui ne nourrit pas son homme est une démocratie dangereuse. Donc faire de notre Constitution un socle de développement. C'est parce qu'il y a eu un certain nombre de contextes de méfiance, de doute, qui font qu'aujourd'hui, on essaye On estime qu'il pourrait y avoir un dessein caché dans l'objectif de révision de la Constitution aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on était d'accord sur la révision de la Constitution il y a 2-3 ans, pourquoi aujourd'hui ce climat de suspicion, de doute? Parce que d'une façon insidieuse, certaines personnes ont agité dans l'opinion et ont relié cette question de la révision à d'autres enjeux. C'est une crise de confiance, mais elle a été provoquée, elle a été entretenue. Parce qu'on n'en parlait pas, et on ne trouvait pas un problème à la révision de la Constitution, comme on le dit, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte de suspicion. Le président Boni Yayi a été clair. On peut réviser la Constitution sans toucher à des points sensibles, fondamentaux, qui sont, par exemple, l'âge
des candidats à la présidence et aussi la question du nombre de mandats. Le président de la République l'a dit plusieurs fois. Et en tant que proche collaborateur du président, je pense que je peux témoigner de sa sincérité. Et je peux le dire devant ce plateau que le président de la République ne veut pas s'accrocher au pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas le détacher d'un certain nombre de situations, par exemple de situations pendantes devant la justice. Nous avons élu en 2006 un président de la République que nous avons réélu en 2011 et qui a dit à la face du monde que c'est son deuxième et dernier mandat. Mais que constatons-nous aujourd'hui? Il y a comme une atmosphère de suspicion, de doute entretenue, orchestrée contre la parole présidentielle. Il ne s'agit pas d'une personne, d'un individu, mais il s'agit d'une institution. Rappelons-le, le président de la République est une institution. Donc c'est comme une crise de confiance face à une institution de l'État. Et on ne peut pas en parler, on ne peut pas parler sans rappeler les affaires actuellement pendantes devant la justice. Et ces affaires, en fait, qui mettent en scène un certain nombre de corps de la société, mettent en lumière, à mon avis, réellement l'ampleur de la crise de confiance. Je pense qu'il faut aller dans une démarche de pardon, d'une démarche de réconciliation. Parce qu'il ne s'agit pas de la personne uniquement du président Yahya Bouni, mais il s'agit d'une institution de l'État qui s'est vue confrontée à un certain nombre de corps, à en croire donc ce que nous dit la justice, à en croire ce que nous pouvons lire. En tout cas, les questions qui sont en jeu, les informations qui sont en jeu. Il y a donc, au-delà des personnes physiques, il y a, à mon avis, au niveau sociologique, il y a à reconstruire le lien entre ces différentes composantes de la nation. La famille, les corps constitués, l'armée, toutes ces institutions qui sont importantes pour notre pays, qui doivent retrouver leur rôle qui est de solidifier l'État, vous voyez, d'aider l'État. Il y a eu une réelle, aujourd'hui, il y a un réel impact au niveau du corps social béninois. C'est-à-dire qu'il y a un poison social qui est en cours. Le poison social, c'est l'état d'esprit négatif, l'état d'esprit de doute qui est dans le pays. C'est là où le poison est en train de faire son effet dans les cœurs, c'est-à-dire que les Béninois doutent d'eux-mêmes, doutent de leur pays. Et pour retrouver l'apaisement, il faut retrouver confiance en soi. Il faut reconstruire la confiance dans les institutions. Il faut reconstruire, et c'est là le rôle du pardon, de la réconciliation. Je pense qu'au nom de ces institutions, de ces différents corps qui se seraient ligués contre l'institution qui représente l'État, je pense qu'on devrait demander pardon. Contre l'institution président de la République. Voilà, tout à fait. Parce qu'on a tendance à voir les choses de façon trop personnelle. Mais il faut voir derrière qu'est-ce que incarne chacun des acteurs de ce qui se passe. Quelle est l'incarnation sociologique? Et là, on verra les choses différemment. Et c'est à ce niveau que je nous demande de faire confiance. Je demande à la jeunesse de faire confiance au président que nous avons élu et que nous avons réélu. Parce qu'en 2006, certains ont été surpris de l'élection du président de la République. D'autres ont été surpris de sa réélection. Et je vous dis, je fais le pari devant ce plateau, certains seront surpris de la façon dont il va lui-même transmettre le pouvoir et partir parce qu'il a promis de le faire. Je nous demande de lui faire confiance, de faire confiance en la parole présidentielle. Il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit d'une institution. Et une institution est là pour être fortifiée, pour être solidifiée. Et à mon avis, notre État gagnerait à solidifier, à respecter ces institutions. Et donc pour vous, pour sortir de cette crise, pour aller vers l'apaisement, la meilleure façon de le faire, c'est de retrouver la confiance vis-à-vis de l'institution président de la République, c'est de vraiment faire confiance en sa parole. C'est ça, mais c'est un petit peu facile. Comment organiser justement la restructuration de ces liens-là, de ces liens sociaux qui, d'après votre analyse, sont cassés?
c'est une question de dialogue, de retrouver le chemin du dialogue. Il y a une façon de dire les choses. Vous savez, nous sommes en démocratie, donc chacun a la liberté d'expression, mais nous sommes dans une culture donnée où il y a le respect de l'aîné, il y a le respect des institutions, il y a le respect de l'autorité. Le respect de l'autorité. Donc, il y a une façon de dire les choses pour que ce soit entendu. Parce que on lit souvent dans la presse ou sur Internet que la parole serait, disons, difficile au Bénin, les atteintes à la liberté d'expression. Tout dépend de la façon dont cette liberté est utilisée. Tout dépend de la façon dont cette parole est employée pour être entendue, pour être reçue. Ce n'est plus la personne de Yahi Boni que nous devons voir. Nous devons voir l'institution du président de la République qui incarne la souveraineté du Bénin et qui résume toutes nos aspirations, du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'institution président de la République est celle qui fédère toutes les énergies vers lesquelles nous devons nous mettre ensemble pour faire le développement de notre pays. C'est pourquoi je pense que paradoxalement, vu tout le contexte actuel, c'est au président de la République que nous devons demander pardon. Si nous voulons apaiser le pays, nous devons demander pardon pour avoir douté de la parole présidentielle. Nous devons demander pardon pour avoir fomenté contre l'État, contre l'institution. Nous devons demander pardon pour avoir fragilisé l'État béninois, pour avoir pour avoir tenté de liguer les différents corps sociaux contre la continuité, contre l'incarnation de la souveraineté de notre pays. Voilà en fait l'analyse qui doit vraiment présider à la suite, si nous voulons apaiser le pays. Je voudrais lancer un appel. C'est comme un appel du 18 juin que vous voulez lancer. Là, nous sommes au cœur du mois de juin. Vous voulez lancer un appel à quoi? Oui, je ne voudrais pas être aussi prétentieux, mais en tant que citoyen béninois, en tant que jeune, je voudrais lancer un appel à la jeunesse béninoise. Nous avons élu un président auquel nous avons cru. Retrouvons confiance. Reprenons confiance en nous-mêmes d'abord. Reprenons confiance en celui que nous avons élu pour qu'il puisse continuer de porter les aspirations que nous lui avons confiées pour davantage d'emplois, davantage d'énergie, davantage d'eau, d'électricité. C'est ça les besoins de nos populations. Mais focalisons-nous sur les vrais problèmes du Bénin. Et pour cela, j'invite la jeunesse béninoise à se mobiliser du nord au sud, de l'est à l'ouest, de partout, pour demander pardon au président de la République par rapport au doute qui a été entretenu contre sa personne. Mettons-nous à sa place. Il n'y a pas pire épreuve pour un banquier que d'être mis en doute. Un banquier, la banque, les finances, c'est d'abord la confiance, vous le savez. L'économie ne travaille que par la confiance. Donc le doute même a une portée économique. Un pays qui doute de lui crée le doute aussi dans les investisseurs, crée le doute partout. En fait, il faut faire une lecture symbolique, une lecture morale, une lecture spirituelle de ce qui se passe. C'est comme si le pays doutait de lui-même. Les études ont démontré, même en sociologie, qu'il y a un lien entre la tête et le corps social. Lorsque, au niveau de la tête, lorsqu'au niveau de la direction, au niveau du leadership, même en management, lorsque l'équipe met en doute, lorsque l'équipe entretient un doute concernant la tête, ça ne va pas. Il faut recréer ce lien-là. Et ce lien-là, à mon avis, c'est en demandant pardon au président de la République pour tout ce qui a été fait. Qu'on va retrouver confiance. On va d'abord nous-mêmes se remettre en confiance l'institution présidentielle pour pouvoir aller de l'avant. Parce que, vous savez, c'est difficile de diriger une équipe qui doute d'elle-même et qui doute de vous, qui doute du chef. C'est, à mon avis, un des nœuds du problème, un des nœuds de la crise aujourd'hui. C'est le doute qui s'est installé insidieusement vis-à-vis du chef. Pourquoi? Peut-être que parce que ce n'est pas telle personne et que c'est lui. Alors ce doute, dès 2006, à mon avis, a été insidieusement entretenu. Alors que l'univers, le destin a voulu que ce soit lui qui porte notre pays de l'avant. Je pense qu'une fois que c'est lui et que nous l'avons installé, il faut l'aider à aller de l'avant, il faut l'aider à réussir. Et c'est là, à mon avis, le nœud de la question. Il faut casser ce doute-là à travers la confiance. Et pour cela,
vous voyez toutes les blessures qui ont été faites à l'institution présidentielle, toutes les blessures qui ont été posées à l'autorité présidentielle. C'est à ce niveau qu'il faut guérir un certain nombre de choses. Et c'est là où je lance cet appel. Et j'y crois. Je crois que nous devons demander pardon à l'institution présidentielle. Pas forcément à un homme fait de chair et de sang, mais à une institution qui incarne l'aspiration collective d'un peuple à aller de l'avant. Nous devons régler cette crise par le haut. Nous pouvons sortir de cette crise par le haut si nous restaurons, si nous prenons de la hauteur et si nous redonnons à cette institution toute la confiance qu'elle mérite. La confiance, c'est vrai, n'exclut pas le contrôle. C'est pourquoi il y a les institutions de contre-pouvoir, la presse et tout cela. Mais en le faisant, il faut le faire justement avec les différentes limites de cette institution et avec le respect que nous devons à cette institution. J'invite les jeunes béninois, j'invite tout le Bénin à méditer, à méditer sur ces aspects. Il nous faut aussi chacun peut-être faire sa propre analyse de conscience pour voir quel est le rôle de chacun et voir comment nous pouvons reconstruire cette confiance au niveau de l'institution présidentielle que nous avons, disons, que chacun de nous a contribué à mettre en place. Et donc, vous faites cette proposition, vous lancez cet appel en tant que citoyen béninois et j'imagine aussi en tant que président de l'association Jeunesse Afrique Avenir que vous allez probablement mobiliser pour cette démarche. Justement, que fait cette association Jeunesse Afrique Avenir concrètement? Oui, il s'agit, je vous remercie, d'une association panafricaine créée ici à Paris, mais qui a des antennes et des points focaux dans la plupart des pays africains. L'objectif, c'est de sensibiliser la jeunesse africaine sur la mission qui est la sienne pour le développement du continent. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous encourageons la jeunesse africaine à remplir sa mission dans les pays respectifs à travers la contribution à la gouvernance, la contribution au niveau des différents secteurs économiques, le développement durable, le sport, la promotion des femmes et différentes activités liées à l'économie. Donc cette association aussi essaye d'aider différents pays à mettre sa jeunesse à l'œuvre, à mettre sa jeunesse au service, à mettre sa jeunesse en valeur, parce qu'elle incarne l'avenir. Et vous savez aussi, au niveau numérique, la jeunesse est majoritaire. Donc, nous parlons de démocratie, de la loi de la majorité. Il faut alors prendre en compte cette aspiration majoritaire de la jeunesse au renouvellement, à l'avenir. Et il faut alors accompagner cette aspiration parce que c'est vraiment c'est de cela qu'il s'agit en fait. Il s'agit de préparer l'avenir. Et je crois qu'au Bénin, nous avons un président qui s'y essaye depuis 2006, qui fait confiance en la jeunesse, tant au niveau national qu'international, et qui prépare vraiment la relève pour que le Bénin puisse devenir ce pays rêvé par nos pères, c'est-à-dire le phare de la démocratie en Afrique de l'Ouest, mais une démocratie qui nourrit ses hommes. Donc un pays stable, bien gouverné, à économie prospère et vraiment à rayonnement international. Et je pense que la jeunesse est invitée à y contribuer. Mais pour cela, il faut que nous soutenions le chef que nous avons élu, celui qui est là, qui incarne cette souveraineté, là, maintenant, et pour les années à venir. Et je pense que si nous recréons cette confiance-là, le président de la République, il l'a dit et il le fera. Il dit qu'il ne fera pas un seul jour de plus par rapport à son mandat. Pourquoi ne pas le croire? C'est pour ça que vous prônez l'apaisement, le retour de la confiance, vraiment l'annihilation du doute à travers cet appel au pardon que vous lancez. J'espère que les jeunes que vous mobilisez, en tout cas que vos compatriotes, vont vous suivre dans cet appel au pardon. Avant de conclure cette émission, juste quelques questions pour essayer de mieux vous cerner, de faire un petit peu votre portrait psychologique à travers le questionnaire de Proust, Monsieur Eric Adja. Quel est votre principal trait de caractère? La persévérance. La persévérance, puisque ça fait 7 ans que je poursuis ce dossier de l'Observatoire des transferts de fonds des migrants, mais j'y ai cru que c'est une victoire diplomatique pour le Bénin et qu'il faut porter, il faut persévérer malgré tous ces pays
de forte migration qui nous disputaient le leadership, nous avons tenu bon avec beaucoup de personnes, avec le soutien du chef de l'État, avec vraiment la diplomatie béninoise pour qu'aujourd'hui le Bénin puisse garder ce siège et s'imposer parmi les 48 PMA. Donc je pense que la persévérance est quelque chose que nous pouvons... que c'est votre principal trait de caractère, quelque chose que vous pouvez définir comme étant voilà. votre principal trait de caractère. Alors, quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? Alors, chez une femme, je pense à la sincérité. Et chez un homme? Chez un homme, le courage. Quel est le défaut, le péché que vous seriez le plus enclin à pardonner chez une personne en face de vous? L'ignorance. L'ignorance parce que beaucoup des problèmes aujourd'hui au niveau personnel, privé comme public sont liés à l'ignorance, au fait qu'on ne se connaît pas assez, on ne connaît pas les gens. Donc beaucoup de choses sont liées au manque de communication, à des malentendus en fait, parce qu'il y a l'ignorance. Et quelque part, les Écritures disent que quand vous connaissez la vérité vous rend libre. Donc je pense que le défaut qu'on peut pardonner à beaucoup de gens, c'est l'ignorance parce qu'ils ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent pas réellement la situation et puis réagissent par rapport à ce qu'ils savent ou à ce qu'ils ont entendu, mais pas à la réalité. Donc je crois que c'est un des défauts principaux qu'on peut pardonner parce que c'est lié à l'ignorance. À ce titre, vous êtes comme un des philosophes de la Grèce antique, je ne sais plus si c'est Socrate ou Platon, qui disait que nul n'est méchant volontairement. Exactement, exactement. D'une façon ou d'une autre, effectivement, beaucoup de choses sont liées au fait qu'on ne connaisse pas réellement de quoi il s'agit ou de quoi l'on parle en fait. Quel est votre livre de chevet? La Bible, naturellement, parce que c'est une source immense de connaissances, de remise en question de soi. C'est une parole de lumière qui éclaire le chemin et qui permet de se remettre en question et d'avancer et surtout de croire en soi-même, de croire en son pays, de croire en l'autre et de croire en l'avenir. Et en dehors de la Bible, cette source en effet inépuisable de lumière, qu'est-ce que vous lisez de temps en temps ou régulièrement? Il y a un livre, une compilation des discours du pasteur Martin Luther King qui s'appelle « J'ai fait un rêve ». Et c'est un livre qui m'inspire souvent parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à tirer de cette lecture. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu, bien entendu. La couleur du ciel, la couleur de la mer aussi. Donc, votre boisson préférée? Le Fizzy Pamplemousse, c'est une boisson du Bénin, donc locale béninoise. Et est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez fredonner de temps en temps? Alors, j'aurais bien voulu citer une chanson du Bénin, il y en a beaucoup, mais une chanson qui me parle actuellement, c'est une chanson de Charles Aznavour qui dit « Emmenez-moi au pays du soleil ». Emmenez-moi au pays des merveilles. Voilà, tout à fait. C'est une chanson très profonde parce qu'il dit que la misère est moins visible à la lumière, au soleil. Même s'il faut se battre, bien entendu, pour éradiquer la misère dans les pays du soleil. C'est un combat auquel vous contribuez, je pense, valablement dans votre pays, le Bénin. Alors, juste pour terminer, dernière question donc, de ce questionnaire de Proust. Si vous aviez l'occasion de voir Dieu au dernier jour de votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise pour finir? Oui, j'aimerais qu'il me dise que j'ai su voir la terre, j'ai su regarder la terre et que j'ai su regarder mes frères. Parce qu'il y a une belle phrase que j'ai toujours retenue de mes enseignements au catéchisme, une belle parole de chanson. C'est « Si tu vois ton frère, si tu sais voir ton frère, tu verras la face de Dieu. Si tu sais voir la terre, tu verras la trace de Dieu. » Et donc constamment, j'ai à cœur de mieux voir mon frère, de savoir qui est mon frère, de mieux regarder la terre, l'univers, de savoir, pour voir la trace de Dieu. Donc j'aimerais bien qu'en ce jour-là, ils me disent, tu as réussi à voir tes frères, tu as réussi à voir la terre, donc tu m'as vu. Merci beaucoup, M. Eric Adja, amis téléspectateurs, amis de l'émission Conviction. J'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Eric Adja, donc directeur général de l'Observatoire international
de transfert des fonds des migrants pour les pays les moins avancés. Nous avons eu l'occasion, comme vous l'avez suivi, de faire un tour d'horizon sur cet observatoire, quelle est son origine, ses perspectives. Hein. Donc l'objectif, c'est de mobiliser, de structurer les transferts de fonds des migrants pour le développement des pays les moins avancés. Ensuite, nous avons jeté un regard sur l'actualité béninoise par rapport à laquelle M. Eric Adja estime qu'il faut remobiliser les forces de la nation pour recréer la confiance et annihiler le doute ambiant au sein de la nation béninoise à travers un appel au pardon qu'il demande, pardon vis-à-vis des institutions du Bénin, demander pardon également à l'institution républicaine, qui est l'institution présidente de la République. Donc, c'est l'appel de M. Eric Adja. Et enfin, à travers ce portrait, nous avons vu que c'est un homme qui est pour la persévérance, dont le principal trait de Carter, c'est un homme de persévérance, c'est un homme aussi qui est habité par par la lumière, hein, et donc nous ne pouvons que lui souhaiter un très très bon courage dans la continuité de son combat. M. Eric Adja, merci d'avoir accepté notre invitation sur Canal 3 Monde dans cette émission Conviction, et j'espère à une prochaine fois. Merci de m'avoir invité. Très bien, au revoir. Merci. Merci. Embado Canal 3 ouais tout vite si les non pondo no yo voto me Canal 3 monte nuedo jijawedo beneto mi tomeo mi deledo yo voto me chobodo bisese moe opération Jagbata mindo bisese moe ajoto akansuko ewe yededo beneto mele mindo bisese moe Canal 3, numéro 1, et Djawe mi inomode. Nous ne disons beneto me ome. Canal 3, et ouais, to vito sina akmon, et ouais, mi inokmondo yo voto me. Mi inokmondo to lebi me. Adjama tionwe Canal 3. Yo.